maintenant, on ne peut plus dire une jeune génération, on est une génération virtuelle. Déjà. Déjà, oui. Moi, je regrette vraiment le temps d'aujourd'hui. Je le regrette. On n'a pas le temps de s'attarder sur les arbres, sur les collines, sur les animaux. On est presque, on n'a même pas le temps de s'attarder sur soi-même, sur sa famille. On est dévoré par le stress de tous les jours, par cette carrière qui finalement n'est qu'une fuite en avant. Voilà, on n'a pas le temps pour soi. Mais quand Mohamed est jeune, il a 5, 6, 7, 8 ans, Oui. et puis on le découvre, parce qu'on en a parlé beaucoup dans la biographie qui a été publiée lors de la sortie de vos premiers ouvrages. Oui. Ce petit garçon de 8, 9, 10 ans, comment voit-il le monde? Oh, il n'a pas assez de recul. Il n'a pas... Et pourtant, il le découvre d'une façon... Oui, il le découvre, mais justement, il est dans une sorte de perplexité. Déjà. Oui, il est perplexe. Il y a des choses qui arrivent très vite, qui se greffent à son pseudo-savoir, mais des choses qui ne délivrent pas tous leurs secrets. Donc il découvre, mais est-ce que ce qu'il découvre, il le comprend? Non. Il avance dans la vie, quelquefois il fait de faux pas, quelquefois il croit avoir atteint quelque chose, mais en réalité il est tout le temps en train de se chercher et de se situer par rapport à ce monde qui n'arrête pas de s'élargir autour de lui. Donc à 8 ans, moi, qu'est-ce que j'étais? Je pensais que, premièrement, je ne pensais pas grandir un jour. Je pensais que j'allais rester enfant toute ma vie. Comme tous les enfants. Comme tous les enfants. Et puis, les choses qui m'intéressaient, c'était les choses qui pouvaient m'émerveiller. Et c'était quoi? Moi, j'adorais la musique. Donc, je chantais beaucoup. Et quand j'ai commencé à écrire, vers 6-7 ans, c'était tout ce qui avait un rythme et une rime devenait pour moi de la musique. Quel était son jeu préféré? Oh, je n'avais pas beaucoup de jeux à l'époque. Moi, j'étais un enfant solitaire. J'étais tout le temps, j'étais un rêveur, j'avais la tête dans les nuages. Déjà? Même oui, dans les nuages, même si 3 jours, sur 365 jours, on avait 300 jours de soleil, de ciel immaculé. Mais moi, j'étais dans mon nuage à moi. Donc voilà, c'est comme tous les enfants du monde, j'apprenais à rêver de tout ce que je ne possédais pas. Et bien sûr... Mais c'est pas le monde, c'est l'univers alors là. Non, tout ce que je ne possédais pas à la maison. Voilà. Et que les voisins avaient, les enfants du quartier avaient. Donc voilà, c'est une quête névrotique pratiquement, mais heureuse de soi. T'es très jeune pour déjà penser à ça. Bon, mais avec du recul, je peux expliquer ce que j'avais à l'époque, mais inconscient. Enfant, non, c'était de l'inconscience. De l'inconscience, voilà. Il y a toujours des camarades de cette époque-là? Oui, ce sont toujours mes amis. Vous avez toujours... Voilà. Oui, oui, je les ai gardés, puis je ne peux pas concevoir le monde sans eux. On a grandi ensemble dans une école militaire. C'était pratiquement ma famille. Puisque quand je rentrais chez moi, j'étais perçu comme un hôte, comme un invité, comme un convive. Donc on me traitait avec beaucoup de comment dirais-je, de favoritisme par rapport à ma fratrie. Parce que vous étiez à l'armée? Oui, je rentrais en vacances, voilà, une fois tous les 3 mois. Et là, je ne retrouvais plus mes repères d'antan. Voilà, on me chouchoutait un peu plus que mes frères. On m'entourait de beaucoup de délicatesse et ça m'ennuyait beaucoup parce que d'un seul coup, je découvrais un être que je n'étais pas. Voilà, et pour moi, mes camarades de l'école, c'était ça ma famille, parce que mes habitudes sont restées intactes. Voilà, le rapport que j'avais aux êtres et aux choses n'avait pas évolué, n'avait pas été chahuté par des intrusions brutales. Je vivais normalement ma vie. C'est vrai que c'est très difficile à l'âge de 9 ans de se retrouver dans une caserne entourée de caporaux, de sergents, qui n'étaient pas toujours assez, on dirait-je, qui n'étaient pas dans la pédagogie, ni dans le savoir éducatif
que l'on doit à des enfants, c'était juste des militaires qui nous considéraient déjà comme des adultes. Donc, mais en même temps, avec beaucoup de courage, peut-être avec beaucoup de résignation, j'ai appris à faire avec. Mais comment peut-on comparer cette éducation-là avec l'éducation de beaucoup de jeunes qui, eux, ont été dans des collèges où ils étaient aussi séparés des parents, parfois pendant un mois ou bien pendant un trimestre? C'est la même éducation. Donc, voyez-vous, donc il y a eu aussi ce déchirement qui a existé. Oui, mais c'est la même éducation. Moi, je me rappelle quand j'étais à Aix-en-Provence, il y a plus d'une dizaine d'années, il était venu me voir, un ancien, comment on les appelle, les enfants de troupes, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ouais. Il m'a montré un film qu'il avait réalisé lui-même, et c'est quand j'ai vu le film, j'ai dit, bon, c'est ma vie que tu racontes. Voilà, c'est normal, les enfants, quand on les isole quelque part, quand on les confie à d'autres parents qui ne sont pas les vrais parents, ben, ils deviennent quelque part les otages d'une éducation qui leur échappe totalement. On essaie de les formater, on essaie de les... C'est presque de l'élevage finalement, c'est pas d'éducation, on les élève. Comme dans un cirque, on leur apprend les mêmes gestes, les mêmes mouvements, la même façon de... les mêmes réactions. Et là, c'est ça qui fait justement, pour échapper à cet embrigadement, on crée à l'intérieur même de cet embrigadement des choses qui nous rassurent, qui nous rendent confiants, des choses qui nous rendent confiants, et bien sûr ces choses-là ben, vont directement vers la famille qu'on recrée. Voilà. Et cette famille, c'est justement les camarades qui sont là, qui subissent les mêmes autorités, les mêmes lois, les mêmes sévices parfois, mais qui doivent être solidaires les uns des autres pour ne pas fléchir, pour ne pas se diluer dans cet enfermement. Et que reste-t-il de cette éducation? Oh, beaucoup de choses en tous les cas. Moi je trouve que cette vie qui a été très dure m'a permis m'a forgé. C'est pour ça que je tiens le coup malgré pas mal de malentendus, malgré pas mal d'hostilité, parce que même quand vous êtes écrivain, vous n'échappez pas à ça. Si vous avez le malheur d'avoir du succès, ça devient encore un vrai chemin de croix. Donc c'est justement l'éducation, la base de mon éducation dans cette caserne qui me permet aujourd'hui de continuer d'avancer malgré tout. Voilà, je veux rester dans la générosité. Pour moi, la générosité, c'est ce que je propose à travers mes livres. Autre chose, ben, c'est regrettable, mais je fais avec. C'est grave ce que vous dites là. Parce que les jeunes qui sont maintenant en Syrie, qui sont nés par là et qui vont peut-être revenir dans notre pays, soit en France ou en Belgique, ils ont eu aussi une éducation, ils ont été forgés aussi. Oui, mais ce n'est pas la même éducation. Vous savez, moi je trouve qu'ils ont un avantage sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur leur propre gourou. On leur a menti. Nous, on a été élevés dans la droiture, dans le respect de l'autre, dans l'amour de la patrie, dans tout ce qui est capable de nous enthousiasmer, mais de façon assez salutaire, assez belle. Eux, ils ont été nourris par des discours qui les rendaient hostiles à eux-mêmes, puisqu'ils renoncent à leur vie, qu'ils les dissocient de leurs rêves. On leur apprend à ne pas aimer la musique, à ne pas aimer le cinéma, le théâtre, la danse, la fête. Qu'est-ce qu'il leur reste finalement? Il leur reste la folie. Donc eux, une fois, bon, il y a d'abord le discours qui les fascine, mais par la suite, il y a la réalité du terrain qui les renvoie à tous les mensonges. Mais malheureusement, une fois sur le terrain, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Parce qu'ils sont, soit ils doivent mourir ou être tués par leur propre chef. Donc voilà, ils sont dans un dilemme mortifère. Mais si jamais ils ont la possibilité d'échapper à tout ça, je dirais que 70% regretteront le tort qu'ils ont fait à leur famille, à leur société et aux gens et aux innocents. Et les jeunes qui sont nés par là, oui, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Vous savez ce qui se passe quand on est surtout quand on vient d'ailleurs. On essaie de s'intégrer dans une société qui finalement qui nous propose ce que
le pays d'origine nous confisquer. Oui. Donc ils nous proposent peut-être une école plus tolérante, plus ouverte, plus émancipée, et puis avec des perspectives heureuses, hein, puisqu'il y a du travail, il y a la possibilité de saisir sa chance et de pouvoir se construire dans un idéal fantastique, formidable. Mais quand on est dans une réalité qui d'un seul coup nous prouve que ce qu'on nous raconte c'est aussi un mensonge. Là, on se tourne vers sa famille. On essaie de trouver quelque chose au sein de sa propre famille. Mais quand, sous le toit parental, on n'a pas des repères capables de nous orienter vers quelque chose de bien, c'est-à-dire quand on a des problèmes avec son père, avec sa mère, avec sa soeur, quand on ne s'entend plus avec ses proches, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la rue. Voilà. Et dans la rue, on cherche toujours cette famille. Et c'est valable pour n'importe quelle personne qui se sent frustrée, qui se sent rejetée ou qui n'a pas cette sagesse capable de lui faire accepter ce qu'il ne peut pas empêcher. Alors là, cet enfant-là, il devient une espèce d'un pion sur un échiquier. Quelquefois, il fait de bonnes rencontres, de belles rencontres, qui vont l'orienter sur un stade de football, ou bien sur un stade de handball, ou bien dans un théâtre, il devient musicien, il devient acteur, il devient, je ne sais pas, il peut trouver des débouchés heureux. Mais quelquefois, il n'a pas cette chance. Il n'a pas cette chance et il tombe dans ce que j'appelle moi la tourbière. Et cette tourbière fait de lui un raciste. Parce qu'il faut bien, comment dirais-je, extérioriser ces toxines qui sont en train de nous dévorer de l'intérieur. Donc il devient raciste, il devient narcotrafiquant, il devient islamiste. Il devient, je ne sais pas moi, il devient complètement bandit ou marginal. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est face à la perdition. Et normalement, c'est là qu'intervient, que devrait intervenir la société elle-même. Alors, on revient au jeune garçon que vous étiez. Quand il va garder l'uniforme, qu'il va attraper la maturité, il va avoir 18, 19, 20 ans, que fait-il? Oh, ça dépend. Il y a des gens qui ont été tellement enfermés dans une caserne qu'ils ne peuvent pas concevoir le monde en dehors de cette enceinte-là. D'accord. Donc ils poursuivent une carrière militaire. Mais moi, quand j'ai eu mon bac, avant même d'avoir mon bac, quand j'étais en première et en terminale, je rêvais de rejoindre l'université pour faire sociologie. J'avais pour la sociologie, mais une véritable vénération. Hein. Je voulais vraiment être sociologue, participer à trouver la meilleure façon de réinventer une société, parce qu'elle était déjà imposée par l'histoire. Et vous aviez découvert ça par l'observation de vos amis, la façon dont ils vous écoutaient, ou bien la façon dont vous les observiez, vous sentiez déjà qu'il y avait cette sensibilité-là? Non, 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 chacun il avait sa propre vocation, son propre petit rêve, et qu'il digérait lentement, parce qu'on n'était pas libre dans nos choix. Mais moi, j'ai découvert la sociologie à travers les livres. D'accord. J'écrivais déjà très jeune. J'ai commencé à écrire très jeune. À l'âge de 11 ans, j'avais écrit ma première nouvelle. Et à 17 ans, j'avais écrit mon premier recueil de nouvelles. Qui lisait ça à cette époque? Pardon? Qui lisait ces nouvelles? Ben, mes amis et tout. Des amis? Oui, bien sûr, mes amis. Ah, d'accord. J'écrivais même des feuilletons pour mes amis que voilà. monnaie, hein, ils me payaient 1 dinar pour la lecture et j'ai devenu riche. Hein. Il y avait même quelqu'un qui s'est proposé d'être mon éditeur local. Voilà. Donc il y avait déjà une stimulation qui était là. Oui, mais à l'école des cadets, la seule issue qu'on avait, la seule brèche qui était taillée dans les remparts de la forteresse, c'était le livre. Les cadets, tous les cadets lisaient. Enfin, quand je dis les cadets, ce sont les enfants qui étaient dans cette école militaire. Ben, on dévorait les livres. On avait même des petits carnets à ressort là, sur lesquels on notait tous les titres qu'on avait lus. Et par la suite, il y avait même une rivalité, une terrible rivalité. Celui qui a eu le plus gros pavé, c'est lui le patron. Voilà. Donc Homer et les gens de la colère et Alès Dédain, enfin tous les gros pavés, pour nous c'était là où l'on installait son autorité de lecteur sur les autres. Donc et à travers le livre, moi j'ai trouvé que j'avais quelque chose en moi qui me destinait à la société. Et je voulais devenir sociologue, et même si je n'ai pas réussi, parce que pour aller à l'université, il fallait être excellent. Il fallait avoir
le bac avec la mention excellent. Et moi, je n'ai pas eu cette mention-là. J'ai eu peut-être une mention passable ou à bien, parce que jusqu'en classe de première, on était bilingue. Et puis en terminale, ils ont tout changé. On est devenu arabisant. Tout a été changé. Les mathématiques, la philosophie, enfin tout. Toutes les matières étaient, sauf le français, étaient enseignées en arabe. Ça a été un vrai choc. Parce que chez nous, il n'y a pas de, il n'y a pas de plan. De plan capable de laisser aux gens le temps de s'imprégner de ce nouveau projet et de se préparer à changer d'orientation. Non, c'était brutal. On ne savait même pas, en classe première, on était bilingue et d'un seul coup, à la rentrée scolaire l'année d'après, on apprenait qu'on était des arabisants. Donc ça a été très difficile de passer de la langue française à la langue arabe, parce qu'il y a des automatismes quand même. Il y a, même dans la réflexion, ce n'est pas les mêmes automatismes. Et je n'ai pas eu mon bac avec mention et j'ai été obligé d'aller à l'académie militaire. J'avais un autre choix, mais très dangereux, c'est-à-dire je devais déserter. Et ce n'était pas facile pour un cadet de rompre avec l'institution militaire sans passer par le tribunal militaire. Et imaginez quelqu'un qui commence sa vie avec un casier judiciaire, voilà. Il était condamné à ne pas réussir, donc j'ai accepté d'aller à l'académie, surtout pour... j'avais en quelque sorte un devoir à l'égard de ma mère. Voilà. C'est elle qui m'a dit, si tu veux vraiment me venger de toutes les déconvenues qui ont jalonné ma vie, deviens officier et sois meilleur que ton père. D'accord. Et là, c'est le respect de la parole donnée que vous avez... Non, réalisé. Le respect de ma mère. Oui, mais le respect, parce que vous lui avez dit, oui, maman, je vais le faire. Oui, oui. Donc c'est le respect de la parole donnée à maman, oui. Il faut d'abord situer un petit peu les choses. Ma mère, c'est une dame qui a passé sa vie à souffrir. Hein. Je ne me souviens pas de l'avoir vue heureuse 5 minutes d'affilée. C'était quelqu'un qui a connu les hauts, et puis d'un seul coup, elle a sombré dans l'abîme. C'était la femme d'un officier au sortir de la guerre. Elle vivait dans un quartier assez chic, dans une villa. Puis d'un seul coup, elle se retrouve répudiée dans un quartier vraiment impopulaire, c'est pas populaire, et qui était très dangereux à l'époque. Et moi, je ne voulais pas que cette femme souffre sous mes yeux, donc j'étais prêt à tout pour elle. Vous avez vécu ce moment-là où elle était déchirée, où elle était... Bien sûr, moi j'étais l'aîné de ma fratrie, donc tout me retombait sur la tête. J'étais le responsable de ma famille, puis même ma mère, c'était ma fille. Ma mère, c'était ma fille. D'accord. Jusqu'à sa mort, elle l'a toujours vu en moi son papa. D'accord. Parce qu'il y avait une maturité dans le fils aîné. Pas seulement une responsabilité. Une responsabilité. Et il a envie de quitter l'armée alors, à un moment donné. Pardon? Vous avez envie de quitter l'armée. Oh, c'était pas facile, vous savez. Il y a une carrière, il y a un contrat. On ne peut pas. Ce n'est pas comme dans une entreprise, à un certain moment, on claque la porte et on s'en va. Non, il y avait toute une réglementation. Mais quand même, j'avais pensé quitter l'armée en 1984. Quand j'avais sorti mon premier livre, mon premier recueil de nouvelles. Et je me suis dit, voilà, je vais tenter l'aventure littéraire. C'est ma vocation, c'est, comment dirais-je, ma nature finalement. C'était ma nature, j'étais né pour écrire. Mais là encore, ce n'était pas possible. On me disait que non, tu ne peux pas abandonner ce que tu as entre les mains, toute cette carrière qui t'attend, parce que j'ai eu le malheur d'être extrêmement compétent dans mon travail. Donc déjà, j'étais même le plus jeune chef régional de toute l'armée algérienne. Voilà, donc pour eux, j'étais le futur je ne sais quoi. Donc, ils voyaient toute une carrière tracée devant moi, j'avais la chance d'être quelqu'un de très discipliné, de très consciencieux. Je faisais mon travail comme il se doit. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu me libérer. Vos grandes découvertes littéraires à l'époque, quels sont les livres qui vous tombent en main et que vous vous dites, tiens, ça m'a quand même marqué à cette époque-là? Au début, je lisais beaucoup des illustrés
Moi, je suis un ressortissant de la bande dessinée. D'accord, oui. J'ai traversé toute la ville pour la bande dessinée. J'habitais au bout de la ville d'Oran, dans le quartier de Petit Lac. C'est l'extrême sud-ouest, sud-est. Et je traversais toute la ville pour des BD. Surtout à pied, hein, à pied pour aller pour mes BD. Voilà. Mais je lisais aussi, il y avait aussi à l'époque, je crois que ça existe encore, des livres de jeunesse. C'est-à-dire tous les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale qui étaient proposés à des enfants, là, comme Moby Dick, comme Robinson Crusoe, avec de superbes dessins. Et c'est pour ça que je crois que j'ai gardé de cette lecture-là ma façon d'écrire. Quand j'écris, c'est toujours imagé. D'accord, oui, ça. Voilà, le geste, le regard, tout, il faut que le lecteur soit dans le visuel. Oui, oui. Voilà, il faut qu'il allie le visuel et le texte en même temps. Mais les œuvres qui m'ont marqué, il y a d'abord, j'ai découvert L'étranger d'Albert Camus, puis l'écrivain qui m'a vraiment cisaillé, c'est Gogol. Je l'ai découvert très jeune, à l'âge de 14 ans, mais j'ai adoré. Les âmes mortes et puis ces nouvelles. Il y avait quelque chose, à une époque, où je me prenais pour le Gogol. Je croyais que j'étais la réincarnation de Gogol. C'était, quand j'ai lu sa biographie, je me disais, mais ce bonhomme, c'est moi. Ouais. On a vécu presque de la même chose, on a quitté nos familles au même âge, et on a passé notre vie à faire le pitre en classe et partout. On n'était pas tellement intéressé par les cours, on était dans nos petits rêves. Je crois que vraiment c'est... Et puis par la suite, il y a aussi des auteurs arabes comme Naguib Mahfouz, surtout Taha Hassin qui m'a foudroyé. Parmi les deux, si je devais retenir uniquement deux livres, je citerai le sien, c'est L'Arbre de misère, et puis Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Mais il y a aussi les autres, il y a John Steinbeck. J'ai dévoré tous ces livres, John Steinbeck. Beaucoup, Joseph Kessel aussi, qui m'ont mené retrouver Mahmed à moi, c'est la steppe. Non, mais la littérature a meublé mes déserts. À chaque fois que j'étais dans l'absence la plus criarde, un livre, hop, illuminer cette solitude, et même quand j'étais au fin fond du désert, dans les Hogar et tout, il me suffisait d'ouvrir un livre pour inventer ou pour mettre en place toute une oasis. Là, moi, à cette époque-là, je lisais, je veux dire, il y avait du Théodore Modon. Oui, oui. Et il y avait aussi les Gilbert Cesbron, souvenez-vous? Non, il y avait Frison Roche. Et les Frison Roche? Oui, on avait des grands aventuriers. On a eu une chance. À l'époque, en Algérie, surtout dans les années 70 et le début des années 80, on avait des librairies partout. Dans le village où j'étais, moi, à Kolia, à l'école des cadets de Kolia, c'est un petit village, mais il avait déjà 2 librairies, et je vous assure, le livre qui sortait en France était déjà en vente dans cette librairie. Donc, on était vraiment, se régalait. Voilà. Rien ne nous échappait. Je me rappelle, je crois que Papillon, le livre de Henri Carrière, ben, je crois qu'il a eu le même succès en Algérie qu'en France. Voilà. Et on était très à la page, quoi. On était vraiment très à la page. Chaque fois qu'il y avait un auteur qui, même le roman policier, par exemple la série noire, Carré Noir, avec James Hadley Chase et tout, on dévorait tout. Même Simenon. Ah, Simenon, c'est normal. Pour moi, c'est peut-être le plus grand écrivain du XXe siècle. Voilà. Il y avait aussi Auguste Le Breton. Oui. Ouais, on a lu tous ses livres, les Rififi. Donc on était vraiment dans un émerveillement permanent. Et ça nous permettait de tourner le dos à tout ce qui pouvait, à l'époque, à tout ce qui pourrait nous agacer, les brimades, les cris de sommation, les punitions collectives, les prisons, les arrêts de rigueur et tout. Le livre nous vengeait tout ça. C'était la belle échappatoire, quoi. Oui, pouvoir s'évader. Et ça nous instruit aussi, ça nous instruisait. Et la magie du livre, c'est qu'il convoque le monde. Même si on est au fin fond de toutes les solitudes, un livre, il ramène à vous le monde. Et d'un seul coup, le silence, ce peuple de cris, de dialogues, de paroles intelligentes, et on est dans l'instruction permanente. Alors, je m'imagine un petit peu, sur base de ce qu'on vient de dire, les découvertes, tout ça, mais il y a quelque chose qui se passe dans le personnage que vous êtes, qui va à un moment donné, je vais dire, changer de nom, entre guillemets, pour écrire.
Ah non, ça rien n'a changé au fond de moi-même. Au fond, non. Mais ça a changé autour de moi. Voilà. Parce que j'avais écrit déjà mes 6 premiers romans sous mon vrai nom. Oui. De 1984 à 1989. Et puis en 2088, en 1988, j'étais à Tamanrasset, dans les Hogars, en Algérie, et hop, tombe comme un coup près, une autre service. Tout écrivain militaire doit soumettre son texte à un comité de censure militaire. Il n'y avait qu'un seul écrivain à l'époque dans l'armée, c'était moi. Donc toute cette circulaire qui était destinée pratiquement à tous les officiers de Vous vous sentiez dans l'entonnoir. Pas seulement aux officiers, à tous les militaires d'Algérie, pour me concerner moi. Et là, c'était pas possible. Déjà, je m'auto-censurais. Je m'auto-censurais, mais grave. Hein? Oui. Pas dans le texte, mais pas dans le choix de mes thématiques, parce qu'il fallait absolument que j'interroge la société. J'observais avec beaucoup d'attention. C'est le sociologue qui est là. Voilà. Oui, oui. Mais quand même, dans le texte, je faisais très attention, mais c'était appauvrir un texte. Oui. Ça, c'était révoltant pour vous, quoi. C'était bon, mais avec un minimum d'intelligence, on peut quand même y remédier. Hein. On peut s'auto-censurer, mais avec un peu plus loin, avec un certain jeu de mots ou des espèces d'allusions comme ça. Oui. Oui, donc ça m'a permis aussi aujourd'hui d'avoir ces tournures qui sont les tournures que nous, on aime, ce sont les tournures fleuries, évidemment, qui sont là, mais avec ce sous-entendu. Il y a toujours quelque chose derrière. Oui. Et donc, moi, j'avais décidé d'arrêter d'écrire. Voilà. Surtout un comité de censure militaire, il est là, non pas pour vous censurer, mais pour vous interdire. Donc, c'est ma femme qui m'a beaucoup aidé. Elle a vu que j'étais devenu très malheureux. On était dans le désert, dans les Hogars, on n'a pas de cinéma, on n'a pas de théâtre, on n'a rien. On a une télévision qui capte mal, une radio qui ne fonctionne pas, il n'y a rien. On était complètement isolés. Et là, j'étais son seul loisir, c'était son seul divertissement. Elle avait besoin de voir son époux enthousiasmé, heureux. Et il m'a dit, écoute, si tu penses que tu es incapable de vivre sans coucher une ligne, eh ben, couche la ligne et vis. Et elle, c'est elle qui m'a donné le courage d'écrire dans la clandestinité. J'ai écrit pendant 11 années dans la clandestinité. Par la suite, pour lui être redevable, j'ai choisi ses prénoms comme pseudonyme. Voilà. Et le poteau rose a été rapidement découvert? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ça a été quand même quelque chose de... On dirait qu'il y a mon grand-père qui arrive, chaque fois il est là, et il me protège, la baraka de ma tribu, de mes parents. Ça m'a toujours protégé, aujourd'hui encore, je pense que je suis protégé par la bénédiction des miens. Voilà, quand mon premier livre est sorti, avec une énorme erreur de ma part. Parce que j'avais déjà écrit en Algérie, le Dingo Bistouri et la foire aux enfoirés, avec le commissaire Loeb. Donc c'est déjà publié en Algérie. Même si, heureusement, jamais je n'ai fait d'interview concernant ces livres, on ne me voyait nulle part. Mais dans cette folie qu'on appelle la guerre, et dans laquelle moi je me voyais déjà mort, j'étais absolument certain de mourir, j'ai écrit Mourituri avec le commissaire Loeb. C'est une erreur, mais incroyable. Je l'ai faite dans une sorte d'inconscience. Et le livre est sorti. Et quand il est sorti, j'ai réalisé mon erreur. J'ai dit, mon Dieu, mais commissaire Loeb, quand même, heureusement que c'était, puisque c'était, j'écrivais déjà dans la clandestinité, il y avait peu de gens qui savaient qui était le commissaire Loeb. Donc, mais quand même, c'était une grosse bêtise de ma part. Et le livre a très bien marché. Il m'a révélé au grand public. Et c'était comme ça que l'histoire de Yasmina Khadra a pris. Voilà. C'était sur le tremplin. Vous parliez de l'influence de la baraka du grand-père. Je vous ai montré tantôt le dépliant. Il n'y a pas que le grand-père qui est là derrière. Il y a toute une... Je n'en sais rien, sincèrement. Moi, je pense parce que... Et pourquoi vous aviez eu des conversations avec lui? Non, je ne l'ai pas connu, mon grand-père. Pas connu. Mais vous sentiez qu'il y avait une présence? Oui, mais dans mes rêves, de temps en temps, je le vois.
dans les moments les plus difficiles de ma vie, il m'apparaît. Il m'apparaît. Je ne sais pas si c'est bien lui ou c'est... Mais j'ai dans mon rêve, c'est mon grand-père qui me parle. C'est peut-être celui qui est tout au début de la page que je vous ai montré, là. On peut remonter haut, hein? Je ne sais, non, non, mais je ne suis pas, sinon je vais passer pour un psychopathe, je ne sais pas, un mégalo. Non, 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 je suis un bédouin. Oui. Je suis né dans le Sahara et nous sommes imprégnés par une sorte de mythologie. On est dans le mysticisme dès notre naissance. C'est dans nos gènes, on est mystique dans nos gènes. Donc on croit aux influences extérieures, on croit en beaucoup de choses. Nous ne sommes pas superstitieux, mais nous sommes profondément pieux. Donc nous croyons dans la bénédiction des parents, nous croyons dans l'obligation de venir ses parents, nous croyons dans le pardon, même si le monde d'aujourd'hui ne pardonne pas. Je vois bien un jour, il m'a dit que j'ai fait un test. Il y avait un test psychologique avec des questions, il y avait la réponse, il faut cocher A, B, C et tout. Et à la fin, qu'est-ce que c'est écrit? Vous êtes un imbécile. Vous êtes un imbécile. Parce que normalement, je devais quand même penser à moi. Mais à travers ce texte, ce test-là, j'étais surtout dans une générosité qui me néantisait. C'est comme si je ne pensais jamais à moi. C'était pour ça que pour ce test, j'étais un imbécile, parce qu'il faudrait peut-être que je pense à moi. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, sincèrement. Je crois que je ne suis qu'un outil. Je ne suis qu'un outil. J'avantage les gens que j'aime. Et mon bonheur, c'est ça. Mon bonheur, c'est quand je fais plaisir à mes enfants ou à ma femme, quand je fais plaisir à mon père, à ma mère, à mes amis, ben, pour moi, c'est ça le bonheur. Ce n'est pas le fait d'acquérir quelque chose. On peut me donner, je ne sais pas, peut-être, oui, certainement quand je suis consacré et tout, ça me fait plaisir. Voilà, je dis, oh, quand même, voilà, mon effort a été récompensé. Mais le vrai bonheur, c'est ce que je donne. Et il y avait un aristocrate français qui avait dit une chose il y a peut-être une trentaine d'années à la télévision, je l'ai entendu. C'est un sang bleu. Il était dans son châtelain. Et il parlait de son histoire, de sa famille et tout. Et à un certain moment, il parlait aussi de ses tableaux. Il avait des tableaux de grands maîtres. Et il a dit, oui, j'avais tel tableau, mais je l'ai donné. Et comment ça, vous l'avez donné? Oui, oui, je l'ai offert. Et le journaliste n'en revenait pas. Enfin, je ne sais pas s'il était journaliste, en tout cas la personne qui l'interrogeait. Il dit, comment? Et le châtelain lui a dit, mais vous savez, la chose ne vous appartient que lorsque vous pouvez l'offrir. Voilà, ça c'est beau. Ça, j'ai dit, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, cet homme, ce châtelain-là, a certainement eu, à travers l'histoire, son histoire, un parent bédouin. Voilà, et c'est comme ça que je fonctionne. Comme ça qui... Je n'ai pas l'habilité, par exemple, des musiciens. Je me suis essayé au piano, ça a été un fiasco, au violon, ça a été dramatique, même catastrophique. Donc voilà, j'aurais aimé être musicien ou peintre, mais je n'ai pas réussi. Et l'oreille musicale, vous l'avez quand même? Oui, j'aime la musique, je chante bien même, mais je ne sais pas jouer des instruments. Alors que nous, quand on vous lit, évidemment, on a toute une musique littéraire qui est là, qui a, comme on le disait tantôt, le sous-entendu des mots. Oui, mais ça relève surtout de ma sensibilité. Voilà. Voilà, j'ai un rapport assez chantant avec le monde, même si la cacophonie, quelquefois, chahute toute cette symphonie, mais je continue de croire qu'il y a à apprendre quelque chose dans ce monde. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, apprendre. Oui, apprendre. À saisir. À saisir. Ouais. Oui. Et disons, les faits de société qui vont vous chambouler. Oh, cette modernité effrénée, oui, elle me chamboule beaucoup, cette technologie. Ce monde virtuel dans lequel se sont installés déjà nos enfants et qui ne permettra pas aux générations de demain d'avoir plus d'attention au monde qui les entoure.
Voilà, parce que la fascination de la technologie nous empêche de voir la féerie de la réalité. Et cette fascination est tellement mensongère, tellement fallacieuse, tellement insidieuse, qu'elle nous éloigne de notre propre vérité. Vous savez, si on mettait sur une même balance la vérité et le mensonge, la vérité ne pèserait pas lourd. Voilà, c'est le mensonge qui prédomine le monde, la calomnie, la diffamation, voilà, les accusations, les allégations, les supputations, tout ça, c'est une énergie. La vérité me paraît comme une vieille dame percluse comme ça, presque recluse dans sa propre définition, donc, qui ne sort pas de sa propre définition. C'est amusant parce que hier nous étions à une conférence qui parlait des algorithmes. Oui. Ce sont déjà tous ces savants calculs qui sont là pour dire d'aplanir les choses et que l'on puisse avoir la possibilité de se laisser conduire par la technologie. C'est triste. J'ai demandé aux conférenciers, oui, mais et l'intuition de l'homme là-dedans? Non, pas seulement l'intuition, c'est même l'intelligence de l'homme. Oui. C'est l'intelligence de l'homme qui doit ouvrir toutes les voies à l'humanité entière. Mais maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui nous rend de plus, qui nous habitue, parce que quelquefois, on n'a même pas besoin de faire des études. Vous allez sur Internet, vous cherchez n'importe quoi, vous l'avez dans la seconde. Donc, où est l'effort? Où est l'effort personnel? Où est comment dirais-je, l'exercice de nos neurones, de notre intelligence? Voilà. Et ça nous abrutit, ça nous rend paresseux. Et dans cette paresse, bien sûr, vont s'ensuivre tous nos idéaux. On va devenir les otages d'une technologie qui est peut-être porteuse d'une modernité, mais elle n'est pas porteuse du salut. Ouais. Vous auriez pu être philosophe aussi. Pardon? Vous auriez pu être philosophe aussi. Mais l'être humain est un philosophe. Oui. C'est quoi un philosophe? Ce n'est pas quelqu'un qui détient la vérité, non, non. Mais c'est quelqu'un qui se pose des questions. Et pour moi, le philosophe nous apprend à réfléchir. Il ne détient aucune vérité. La vérité, ça n'existe pas. Moi, j'aime bien votre sourire quand vous me dites ça, parce que c'est vrai ce que vous venez de dire, mais c'est un petit peu le regard malicieux sur les choses que vous pourriez avoir. Oui, c'est pas un regard malicieux, peut-être déluré, mais pas malicieux. Quand même, on a appris sur le tas, quand même. On a été tellement naïfs, oui. On a cru à tous les discours, à tous les évangélismes. Et puis, avec le temps, on a découvert que les vicissitudes du monde ne s'inscrivent pas dans la musicalité, mais peut-être dans les gémissements. Et c'est ça qui nous rend un petit peu attentifs, plus méfiants par rapport à tout ce qui se dit. Donc c'est à nous peut-être de réfléchir par nous-mêmes. D'ailleurs, le plus grand drame de l'humanité aujourd'hui, c'est ça. C'est le renoncement au libre arbitre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent à votre place. Parallèlement à la technologie, parallèlement à Internet, il y a aussi beaucoup de gens qui pensent à votre place. Les médias pensent à votre place, les politiques pensent à votre place. Voilà. Et quelquefois, la télévision vous bombarde de choses tout le temps, mais est-ce qu'il vous laisse le temps d'assimiler ce qu'on vous dit? Non. Vous êtes choqué, vous êtes estomaqué, vous êtes effrayé, mais vous n'êtes pas dans la lucidité, jamais. On ne vous laisse pas, on ne vous donne pas le temps de recouvrir votre lucidité. Donc voilà, c'est un peu le problème d'aujourd'hui. Sinon, vous croyez sincèrement qu'on n'est pas capable de réinventer le bonheur? Si. On est capable de tout faire autour de nous-mêmes. On peut se reprendre en main, on peut se relever quand on a fléchi, on peut continuer de croire dans nos rêves les plus fous et avancer. Mais non, on vous dit, celui-là c'est un ennemi. Et d'un seul coup, vous dites, tiens, je ne savais pas, mais c'est mon ennemi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez le racisme, comment il est devenu un standing. Avant, les racistes rasaient les murs. Aujourd'hui, ils viennent l'exhiber aux yeux du monde entier. Ils sont heureux. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. C'est Black Power qui revient en force. Le KKK qui s'inspire de la Bible pour rejeter l'autre. Voilà, regardez cette islamophobie, l'antisémitisme, tout ça, c'est quoi? C'est finalement ce que les autres nous disent. C'est jamais ce que nous avons constaté par nous-mêmes. Jamais.
C'est toujours les autres qui nous disent attention, il faut se méfier de celui-là ou de celui-ci. Et nous, comme des espèces de bêtes complètement diluées dans un troupeau, on avance la tête baissée. Mais c'est ça ce qui est dommage, c'est que les gens aujourd'hui n'essayent plus de dire j'ai ma propre façon de voir les choses. Vous voyez la mer bleue, moi je la vois verte. Point, barre. Ils n'ont pas ce courage, le courage de leur conviction. Ils n'ont plus leur certitude comme unique repère. Non, ils empruntent aux autres leur frustration et ils les rendent leurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils prennent des autres finalement, à part la colère, la discorde, la haine? Rien. Rien de stimulant, d'enthousiasmant. Au contraire, moi je trouve que même s'il y a beaucoup d'enthousiasme dans la haine, ce n'est pas de l'enthousiasme. C'est un déchirement. On a accepté de recevoir en soi une toxine qui va nous brûler de l'intérieur. Donc voilà, il est peut-être grand temps aujourd'hui que l'homme commence non pas par juger, parce que nul n'a le droit de juger quoi que ce soit. Pour juger l'autre, il faut être à sa place. Et personne ne peut être à la place de l'autre. Donc, mais juste d'essayer de trouver une certaine harmonie pour sa propre vie. Il faut être responsable. Je reviens toujours à ce que disait Saint-Exupéry. La différence entre un animal et un homme, c'est la responsabilité. Donc, si nous voulons échapper à l'animalité qui fait de nous des troglodytes, qui fait de nous des êtres agressifs, méfiants, racistes, essayons d'être responsables. Et la responsabilité, la première des responsabilités, c'est ce que nous devons penser de ce qui nous entoure. Nous et pas les autres. Et vous pensez que la langue y est pour quelque chose? Non, la langue n'est qu'un outil de travail. La langue n'est qu'un outil de travail. Elle est un bain de culture, elle est une ouverture. Non, c'est pas la langue qui est un bain de culture. La langue, c'est un instrument qui permet peut-être le partage ou d'apporter ce qu'on a en soi aux autres. Mais toute la richesse du monde, elle est dans l'être humain. Ce n'est pas le chinois, ou ce n'est pas le russe, ce n'est pas le français ou l'arabe qui fait la beauté du monde, c'est l'esprit qui est derrière. Vous pouvez lire un livre en français, mais ce n'est pas du tout le même livre que... Et il y en a d'autres qui ne vous interpellent pas, d'autres qui vous happent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la langue, c'est la façon d'être utilisée par celui qui l'emploie, l'utilise, qui fait qu'elle soit belle ou pas belle. Parce qu'ici en Belgique, on vit sur un pays assez bizarre, où il y a 3 langues différentes, où il y a 3 communautés différentes, où, je vais dire, vous êtes ici à Bruxelles, à vol d'oiseau, à 5 km d'ici, il y a un autre monde qui existe. Hein. Oui, mais ça, c'est peut-être c'est l'abstraction de l'autre. C'est l'abstraction de l'autre qui vous savez, les vraies frontières sont dans les esprits, ils ne sont pas sur la terre. C'est pas, les vraies frontières situent un petit peu l'étroitesse des esprits. Moi, je trouve que nos différences devraient être une diversité rayonnante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nos différences soient des différents, mais une pluralité qui nous enrichit. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui se retranchent dans leur propre frustration et qui croient que la seule façon de préserver ces frustrations, c'est d'être hostile à l'autre. Vous vous rendez compte? On préserve nos frustrations. On ne les conjure pas, on ne les soigne pas, on préfère les préserver. Et alors qu'est-ce qu'on fait en vérité? On s'isole. Hein? On s'isole. On devient étranger au monde qui nous entoure. Et on ramène la féerie de la planète à un petit territoire exigu qui nous écrase, qui comprime nos tempes et qui résorbe notre intelligence, voilà, notre esprit. Et ça, c'est la preuve que l'humanité ne progresse pas tellement. Curiosité, à Celt, Anvers, Gand, vous y allez? Qui sont quand même les 3 grandes villes, aussi importantes ici que Bruxelles, mais qui sont en Flandre, qui sont en Belgique. Oui, mais j'ai été en Belgique, moi, sincèrement,
J'étais à Anvers, j'étais à Liège, j'étais à Mons, j'étais un peu partout. Hein. Moi, je n'ai pas, parce que je ne vis pas ici, je ne perçois pas véritablement toutes ces frictions. Je ne sais pas si c'est des frictions, parce que... Moi, je préfère dire friction. Oui, parce qu'en réalité, si on fait un bond en arrière dans l'histoire, nous avons été français, nous avons même été espagnols, ne l'oublions pas. Les Allemands sont venus, à toute époque, les Hollandais sont venus du Nord, et puis il y a eu les Anglais. Enfin, nous avons toujours été, alors déjà, Jules le Romain, Jules César disait de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Ça veut dire beaucoup de choses, braves. C'est peut-être pas les plus vaillants non plus, mais les plus braves. Ça veut dire, est-ce que c'est le plus malléable? C'est celui qu'on peut... Écoutez, moi je parle d'un principe qui est très simple. Une nation ne se construit pas sur l'identité, elle se construit sur la citoyenneté. Voilà, la nation attend beaucoup du citoyen. Elle n'attend pas de telle ethnie ou de telle communauté. Elle attend surtout du citoyen. Et c'est comme ça qu'il faut vivre la nation. Il faut la vivre à travers ses devoirs et ses obligations de citoyen. Tout le reste n'est que de la récupération et surtout une façon assez triste de réduire l'homme à un site géographique ou à une communauté. Et malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas grandir. Vous avez des problèmes ici en Belgique. On peut aussi créer des problèmes similaires dans n'importe quel pays. Il suffit tout simplement de toucher aux frustrations des autres, de faire de ces frustrations le moteur de toutes les revendications. Et c'est fini pour une nation et c'est fini pour l'humanité entière. Voilà. Regardez, il y a à peine une génération aux États-Unis, le noir était lynché parce qu'il était noir. Rappelez-vous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec tous les sacrifices humains que la guerre s'offrait, hein, l'état-major américain avait décidé de créer un escadron de noirs. Et vous savez quelle a été la réaction de ces éminents chefs de guerre? Et vous imaginez donner un avion à un noir? Il va faire quoi avec un noir? C'est un noir. C'est comme si ce n'était pas un être humain. Regardez aussi ce qu'ont fait les nazis, des juifs, qui étaient certainement les meilleurs citoyens de l'Allemagne. C'était des gens qui travaillaient dur, qui apportaient la richesse, qui apportaient le travail, qui permettaient à une nation de se reprendre en main. Regardez, du jour au lendemain, ces citoyens allemands étaient devenus les juifs et on allait les gazer, on allait les massacrer, on allait les exterminer dans des camps de concentration intenables. Regardez comme l'être humain, quelquefois, il devient plus à plaindre que n'importe quel animal sur terre, n'importe quel astique ou quel vermine. Voilà, c'est ça. Mais à côté de ça, vous aviez des Australiens, des Néo-Zélandais, des Canadiens qui venaient pour justement, et qui sont morts par dizaines, par centaines de milliers. Voilà. Donc il y avait quand même un équilibre qui devait se réaliser. Et c'est ça le paradoxe de l'humain. C'est-à-dire il a un pied dans la lumière et l'autre dans les ténèbres. Alors qu'il faudrait mettre les deux pieds dans la lumière pour avancer. L'Europe, on ne va pas dire l'Europe, on ne va peut-être pas dire la France, mais on va peut-être dire en Belgique, parce qu'on a un problème en Belgique. Vous seriez ministre de l'Éducation. Oui. Que faites-vous? Oh, l'école se doit d'être... Il y a beaucoup à faire, hein? Le premier jalon de l'émancipation. Et quand je dis émancipation, c'est dans le sens le plus large. Oui. Il faut que l'école ouvre l'élève au monde, à sa pluralité, à sa variété, sa diversité. Voilà. Bon, laïque, moi, oui, je suis pour une école laïque, mais qui n'est pas hostile aux croyances. Il faut qu'un élève, un enfant, sache qu'il y a des gens qui croient, et qui ont leur propre coutume, qui ont leur propre religion, et que lui, il a aussi le droit de ne pas croire et de vivre sa vie comme il l'entend. Voilà, parce que la véritable vocation d'un être humain, c'est d'être utile aux autres, et la meilleure façon d'être utile aux autres, c'est le respect. Tout simplement. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'ordre. Et s'il n'y a pas d'ordre, il n'y aura que le chaos.
On devrait réapprendre ce que sont les croyances, on devrait réapprendre ce que sont les religions. Vous avez une belle parole, je vous l'ai dit tantôt, c'est la parole du grand-père. Oui. C'est une parole, c'est une croyance dans quelque chose. Oui, mais vous savez... C'est une influence qui vient de l'au-delà aussi. Je ne sais pas si ça vient de l'au-delà, je sais que ça vient de mon cœur, ça c'est sûr. Oui. C'est viscéralement en moi. Mais ça peut remplacer toutes les religions, ça. Mais le problème, c'est qu'on a toujours présenté l'autre comme quelqu'un de différent. Et tous les malheurs de l'humanité viennent du fait que certains trouvent que les autres ne sont pas en tort de vivre leur vie. Ils trouvent que les autres ont tort de croire ou de ne pas croire. Alors que normalement, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Tout simplement. Si on atteignait ce stade de la maturité, on est sauvé. On est sauvé de nous-mêmes pour l'éternité. Mais le problème, c'est qu'on s'immisce dans les affaires des autres. Moi, par exemple, je suis musulman. Si je me mettais à croire que les chrétiens se trompent de religion, c'est que je suis dans la négation de ma propre liberté. Puisque je vais arrêter cette liberté et ma vie entière pour m'immiscer dans la vie des autres. Et ça, c'est la plus grande des bêtises. Chacun est libre. La liberté, c'est ça. La liberté, c'est vivre sa vie comme on veut. Comme on veut. Chacun est libre de vivre parce que c'est sa vie. Et il n'aura pas d'autre. Avant moi, le monde n'a jamais existé. Et après moi, le monde cessera d'exister. Donc, ce laps de temps que me concède le temps, ou le cosmos, ou Dieu, ou la nature, je dois le remplir avec quoi? Avec ma vie à moi. Voilà. Mais qui doit tenir compte de l'autre aussi. Mais quand je dis ma vie à moi, c'est-à-dire il ne faut pas que je chahute la vie des autres. D'accord. Il faut pas que c'est un peu comme dans la littérature. Il y a des écrivains qui attaquent d'autres écrivains parce qu'ils n'écrivent pas comme eux. Tu es un écrivain, fais ce que tu veux. Il ne faut pas chercher aux autres, il ne faut pas dire aux autres comment ils doivent écrire. Il y a certains, par exemple, critiques qui me disent, oui, il est ceci, il est cela. Mais c'est ma nature. C'est comme ça que j'écris. Et c'est ma littérature à moi. Je ne peux pas écrire comme vous, je n'ai pas vécu comme vous. Je n'ai pas la même sensibilité que vous. Je n'ai pas le même regard que vous. Je n'ai pas la même musicalité dans ma tête que vous. Voilà. Vous aimez peut-être le jazz. Moi, je préfère le shabi algérien. Voilà. C'est chacun sa musique. Et si on veut que toutes les symphonies nous profitent, il faudrait peut-être les écouter avec beaucoup de respect. C'est tout. Je reviens, ministre de la Culture. Oui, j'ai dit, c'est l'école. Voilà. Mais les jeunes vont grandir. Ils pourraient s'organiser aussi. Or, le jeune ne s'organise pas tellement, tout compte fait. Ah, ça c'est un problème de la société. Oui. Un jeune ne s'organise qu'autour d'un rêve possible. S'il n'a pas de rêve, il est livré à lui-même. Donc il faut savoir, il faut que la société rassure ses enfants. Il faut qu'elle les rassure. Qu'est-ce qu'on entend? Les impôts, les problèmes financiers, les crises. Et ça, c'est un problème de l'État, ce n'est pas le problème du citoyen. Le citoyen, son problème, c'est le travail, c'est la famille, c'est le week-end, son repos du week-end. Alors qu'on vient nous apporter les défaillances politiques chez nous à la maison, alors comme si on n'avait pas de problème déjà au sein même de la famille. Il faut faire la part des choses. Il faut laisser le citoyen dans une sorte de sérénité. Il travaille dur la semaine, il a besoin de se reposer le week-end. Il travaille dur l'année, il a le droit d'aller en vacances. Il ne faut pas le racter. Qu'est-ce qu'on fait finalement? On ne fait que racter le citoyen. Il est tout le temps en train de payer. Il paye les charges, les impôts, le stationnement, les contraventions. Qu'est-ce qu'on lui laisse pour qu'il vive? Qu'est-ce qu'on lui laisse pour que ses enfants profitent un peu de la vie? Pour qu'ils voient du soleil, pour qu'ils voient la mer et la montagne, pour qu'ils puissent, à la fin des vacances, raconter leurs belles histoires et leurs rêves. Non, il n'y a rien. Donc il faudrait que l'argent, vous savez, le problème de l'humanité aussi, l'autre problème de l'humanité, c'est la finance. C'est comme si l'argent devient une espèce
de mecs. Voilà, les valeurs humaines aujourd'hui ne s'entendent plus dans le tintement des valeurs pécuniaires. C'est ça le problème, c'est que si on n'a pas d'argent, on n'a rien. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, les gens se suicidaient à France Télécom parce qu'ils n'avaient plus de boulot. Quoi, je vais me suicider parce que je n'ai plus de boulot? Mais la vie est devant moi. Pourquoi dois-je aller me tuer? Et pour moi, le suicide, c'est le plus lâche et le plus égoïste de tous les sacrifices, d'accord? Parce que le bonhomme, il en finit avec lui-même, mais ce qu'il laisse derrière lui, c'est une catastrophe, une calamité. Ses proches, ses parents, ses enfants, ils vont vivre dans la douleur jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'il a perdu un boulot? Eh bien, peut-être c'est une chance. L'échec n'est pas la fin du monde. L'échec, c'est la possibilité pour nous d'aller chercher ailleurs. Voilà, si on a échoué dans telle voie, c'est parce que cette voie n'était pas destinée, n'était pas pour nous. Il faudrait aller chercher ailleurs, tout simplement. Et vivre sa vie comme elle vient, pleinement, avec ses hauts et ses bas. Tout se mérite dans la vie. Il suffit tout simplement de faire de chaque accroc, de chaque faux pas, une leçon de vie. Mais là, pour cela, il faut être sage avec soi-même. Et il faut comprendre qu'on ne vit qu'une seule fois. Voilà, tout simplement. De partager les expériences. Ce que les jeunes devraient faire aussi, c'est se partager leurs expériences. Mais vous savez, ce que j'ai constaté, jamais l'humanité n'a atteint la maturité qu'avec cette génération, cette nouvelle génération. Jamais. Depuis que le monde existe, depuis que l'humanité existe, elle n'a jamais atteint un tel degré de maturité qu'avec la génération, la nouvelle génération. Vous savez c'est quoi? C'est vivre ensemble. Ils vivent ensemble. Ce sont les parents, ce sont les politiques, ce sont les racistes qui chahutent ce bonheur qu'ils ont réussi à construire par eux-mêmes. Ils sont noirs, ils sont gris, ils sont jaunes, ils sont verts, ils sont bleus. Ils sont amis, ils sont complices, ils sont dans un idéal flamboyant. Vivre, ils sont dans l'amour, dans l'affection. Et qu'est-ce qu'ils entendent à la maison? Il y a des parents, oui, il ne faut pas parler avec X parce que lui... Et tout vient de... Nous sommes des êtres faillitaires, nous n'avons aucune leçon à donner à cette jeunesse. On n'a aucune leçon à leur donner, rien. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent parfaitement concevoir le monde qui sied parfaitement qui sied à leur convenance. Pourquoi faut-il leur dire, ouais, mais les étrangers, regardez la Belgique. Qui unit la Belgique mieux que l'équipe de foot? Et qui est cette équipe de foot? Ce sont des gens qui ont porté les couleurs de la Belgique le plus haut possible. Ils ont émerveillé d'autres nations, d'autres peuples. Voilà, Hazard, moi je suis certain qu'il a des fans dans le monde entier. D'accord? Alors que viennent ces politiques dire à la Belgique en parlant, par exemple, de la race ou de l'espèce? Moi, une fois, j'étais avec un politicien qui était venu plus ou moins me dire tout le mal qu'il pensait de moi, c'est pas grave, parce que lui, c'est un raciste, il est dans l'extrême droite et tout. Et il a commencé à me dire, voilà, cette société, elle est en train de s'abattardir, il y a trop de noirs qui débordent le blanc et tout. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez donné à la France, vous, le Français de souche, à part votre aigreur, à part votre haine? Quel drapeau à France avez-vous hissé dans le ciel? Vous voulez vous comparer à qui? Vous voulez vous comparer à Zidane? Vous voulez vous comparer à Matuidi? Vous voulez vous comparer à qui? C'est ma vie à nomadiser à travers toutes sortes de déboires et de convenus. Maintenant, je m'installe confortablement dans ma littérature et j'essaie d'être utile. Oui, mais je pense que c'est la parole du sage aussi qu'on acquiert au fil des expériences. C'est une parole qui est à écouter. C'est une parole que les gens écoutent. Oui, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Il y a beaucoup de gens qui écoutent. Oui, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Ils ont besoin de cette parole. Parce qu'ils doutent. Parce qu'on les a tellement traumatisés avec la désinformation, l'intox, la manipulation politicienne, qu'à un certain moment, ils ne savent plus où donner de la tête. Et quand ils entendent une parole sage, rassénérée,
sereines, lucides, ben, ça les apaise, ça les réconforte, ça les rassure. C'est vrai. Mais n'empêche que cette majorité, parce que c'est une majorité qui est pour la sagesse, qui est pour la quiétude, elle ne réagit pas, elle n'est pas dynamique. Elle est là, elle est réceptive, mais elle ne réagit pas. Alors que la minorité, celle qui est dans la discorde, qui est dans la haine, qui est dans l'hostilité, la provocation, elle est dans l'énergie, mais volcanique. Et ils sont sur les réseaux, ils soutiennent tous les gens, tous leurs porte-parole. Vous avez un livre de haine, hop, c'est 1 million d'exemplaires. Un livre de sage, quand il est fantastique, c'est 80 000, 100 000. C'est déjà pas mal. Hein? Oui, oui. Oui. C'est un livre de sagesse. Oui, oui. Pas mal par rapport à quoi? Par rapport au livre de la haine. Oui. Le monde se conjugue en fonction des rapports de force. Tout à fait. Si cette minorité est active sur tous les secteurs, elle peut facilement écraser cette majorité silencieuse. Il faut que la majorité aussi soutienne ceux qui la défendent, ceux qui sont pour la paix, ceux qui sont pour la quiétude, ceux qui sont pour l'émancipation, pour la fête, pour les joies de ce monde. Voilà. Les gens sont en attente de sagesse. Hein. Les gens sont en attente d'un discours. Les gens oui, oui, je sais, mais il faut qu'ils en attente ne veut pas dire... parce que les gens sont déboussolés hein, à l'heure actuelle. Oui, je sais. Ils C'est sont ce que je déboussolés. disais tout à l'heure. Mais attendre, pour moi, c'est être dans une sorte de démission. C'est être dans l'assistanat. Donc, il ne faut pas attendre ce qu'on veut. Il faut aller le chercher. Le bonheur, il faut aller le chercher. Il faut se battre pour le bonheur. Voilà, tout simplement. Attendre quoi? Ça n'a pas de sens. Derrière vous, il y a des gens. J'espère que vous passerez encore un très bon séjour en Belgique dans les prochaines heures, et demain ou après-demain. Et que tous les Belges sauront vous accueillir comme il faut. Hein. Ils m'ont toujours bien accueilli en tous les cas. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. C'est hein. moi.